Et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Entre l'encre et les mots en ce vendredi en compagnie de toute la team. Bonsoir les filles. Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver ce soir donc en compagnie de Camille Kouas qui va venir nous présenter donc son premier roman aux éditions Fayard. Ce roman Virgin in Porn. Donc Sonia, on aura l'occasion d'avoir ta chronique. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur ce livre? Alors, je vais pas forcément parler du livre, mais je vais parler de ma chronique que j'ai eu beaucoup de mal à tourner, à trouver les mots surtout, donc pour ne pas choquer, hein. Donc je préviendrai tout le monde comme quoi, voilà, il y a des petits mots, mais qui sortent du livre, hein. Donc ce n'est pas moi qui les, voilà, c'est pas moi qui les dis. Eh Voilà. bien, écoute, on t'écoutera dans quelques instants. Nous aurons aussi l'extrait de Marie. Vous connaissez le principe de l'émission. Marie qui a enregistré un extrait de ce livre. Donc, n'oubliez pas de mettre des écouteurs, parce que parfois, dans les extraits, elle y met des effets sonores. Elle met des musiques et on les entend beaucoup mieux avec des écouteurs. Nous aurons la question de l'invité. Nous l'écouterons dans quelques instants. Et nous aurons le portrait de Séraphine. Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Camille? Camille, c'est une femme qui fait du cinéma sans faire de cinéma. Je trouve qu'elle est d'un naturel assez incroyable et elle a surtout, pour une femme normale, une enfance incroyable et j'ai hâte de décortiquer ça avec elle. Eh bien, écoute, on écoutera ça dans quelques instants. Et puis, je vous remercie d'être présent ce soir. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur Facebook et YouTube le mercredi et le vendredi à 19h30. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vois déjà que vous êtes suffisamment nombreux ce soir. Donc, tout de suite, on reçoit Camille Kouas. Et bonsoir Hello, Camille. enchantée. Enfin, on s'est déjà revu un peu, mais je suis ravie de venir ici et d'être parmi vous. Eh Merci ben, de écoute, m'accueillir. merci à toi en tout cas d'être avec nous ce soir. On l'a dit pour ce livre. Donc c'est ton premier roman aux éditions Fayard, Virgin in Porn. On va avoir l'occasion d'en parler dans quelques instants. Tu connais le principe de l'émission. Les gens vont poser des questions en commentaire. Le but du jeu, c'est d'y répondre. Voilà, qui est Camille Kouas? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture? Tout ça, on va le découvrir ensemble. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui est Camille Kouas? Alors, à la base, je suis scénariste. J'ai fait des études de scénario au CEA en 2012, donc il y a quand même longtemps. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler juste après les études. C'était un diplôme en plus reconnu par l'État, c'était une très bonne école. Et donc, grâce à cette école, j'ai commencé à travailler. J'ai écrit sur des séries différentes, animation, fiction. Et puis récemment, là, j'ai écrit un livre qui était un peu mon premier amour, voilà, Virginie Porn. Et quand j'étais petite, vraiment petite, quand j'avais 8 ans, j'écrivais des livres que je vendais à mes parents pour m'acheter des bonbons. Donc voilà, je suis revenue à ce premier amour-là. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi pour cette présentation. Donc, tu l'as dit, tu as été scénariste, créatrice française et auteur d'un premier roman, à la fois drôle et émouvant, on va en parler dans quelques instants. Mais tu es aussi connu pour avoir collaboré sur plusieurs séries, notamment pour TF1 et France 2. Est-ce que tu peux nous en parler de ces séries? Oui, j'ai travaillé sur, pas mal de séries. J'ai commencé, sur, Nina, qui est une série médicale, pendant plusieurs années. J'ai fait, 3 saisons. C'est vraiment là que j'ai appris, le métier, quand on met la main à la pâte et puis après j'ai travaillé sur d'autres séries, Les Bracelets Rouges, aussi une série médicale, puis, Lupin, donc là un autre registre, avec, Omar Sy, sur Netflix et j'ai fini par, co-créer avec, Sarah Farkas, ma propre série Vortex, voilà, et ça c'était, une super expérience, c'était incroyable, c'est toujours sur Netflix d'ailleurs, Vortex. C'était d'abord diffusé sur France Télé, puis maintenant sur Netflix. Ouais, Vortex, qu'on le rappelle, on le disait tout à l'heure, a été sélectionné au Festival de La Rochelle en 2022 et c'était en partenariat avec Sarah Farkas, tu l'as dit. D'ailleurs, on peut te suivre sur les réseaux sociaux et si je me souviens bien, c'est sur Instagram où tu partages quelques anecdotes justement de tournage. Est-ce que tu peux nous en Oui. parler? En fait, on écrit un texte, donc être scénariste, je ne sais pas, si les gens savent exactement, mais c'est ce que les acteurs disent, en fait, c'est nous qui l'écrivons, donc l'histoire et il arrive que, on écrit un texte et puis il y a la réalité du tournage qui pose problème
Et par exemple, il fallait qu'un cadavre soit jeté par la mer, en fait, rejeté sur la plage. Sauf que, en fait, le faux cadavre ne pouvait pas être mouillé. Donc, on a eu des problèmes, on a dû faire la réécriture au dernier moment. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça où il faut s'adapter et réécrire un peu au dernier moment parce qu'il y a la réalité de ce que c'est. D'accord, eh ben, écoute, merci à toi. Donc, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Il y a d'ailleurs une première question de Dominique Guénin qui nous dit: comment arrive-t-on à jongler entre la scénarisation et l'écriture de romans? Ah, c'est vraiment, non, merci pour la question, Dominique. C'est très différent. Être scénariste, c'est écrire avec plusieurs personnes. C'est écrire, oui, bon, on est nombreux, il faut se mettre d'accord, il faut avancer ensemble. Et forcément, on est obligé de faire des compromis en chemin. Mais c'est quand même si on est hyper heureux du résultat. Et le roman, eh ben, il n'y a pas de compromis à faire puisque on est entre nous, entre soi et soi. Le problème, c'est que on est très seul. Donc, de temps en temps, quand on écrit un roman, je me tourne vers ma co-autrice imaginaire et je me rappelle que ah non, j'ai personne sur qui je peux tester mes idées, vérifier que je vais dans le bon sens, etc. Donc, je pense que la solitude est quelque chose qui est plus typique du roman, mais plus de liberté aussi. Donc, ça va avec. D'accord. Donc, effectivement, tu disais Bracelet Rouge, c'était essentiellement sur la saison 2 en 2017. Euh, Toi, donc, si j'ai bien compris, tu écrivais les scénarios, donc ce que disaient les acteurs. Comment tu te lances justement dans la peau des acteurs? Parce que, on le rappelle, les Bracelets Rouges, et Sonia pourrait en témoigner, était comme une série assez dure. Comment tu as écrit ce scénario? Alors pour les bracelets rouges, j'étais dans une room d'écriture, donc on est plusieurs scénaristes à discuter, à essayer de trouver des idées ensemble et choisir la meilleure idée. Et après, donc il y a plusieurs étapes avant d'arriver au dialogue, c'est-à-dire ce que disent les acteurs. D'abord, il faut savoir ce qui va se passer dans l'histoire et se mettre d'accord sur la structure et les surprises et les retournements de situation. Et puis enfin, vers la fin, on arrive au dialogue. Et les dialogues, on s'entraînait en parlant à voix haute, en essayant de comprendre quelle émotion va traverser l'acteur au moment où il dit ces mots, est-ce que c'est logique, etc. Et donc, et puis il y a aussi la lecture comédien, où pour Vortex en particulier, ils ont lu, et il y avait des phrases où ils butaient un peu, on a un peu changé, on s'est adapté aussi à, à certains mots. Après, c'est très compliqué parce que Vortex, il y a tellement de retournements. Enfin, c'est un voyage dans le temps, c'est très très compliqué. Donc, on peut pas prendre trop de liberté avec ce qui est dit. Oui, parce qu'on rappelle que Vortex, je me rappelle, parce que je suis brestois d'origine, était avec Thomas Sisley, on l'a vu, et Camille Clarisse, si je me souviens bien, et c'était tourné à Brest. Oui, ah bah oui, on a adoré. En fait, c'était à La Rochelle. On est tombé amoureuse avec ma co-autrice de la Bretagne. Et puis, on a découvert, on est allé visiter, on est allé à Brest. Et en fait, on a dit, mais c'est super, en fait, cette ville, il faut absolument tourner là-bas. Et puis, sur le coup, le réalisateur n'était pas hyper chaud parce qu'il dit, non, mais il pleut tout le temps, etc. Mais en fait, pas du tout. Il a dit, c'était le tournage parfait où il y avait un soleil éclatant et des dauphins dans la mer. Donc, il a Ah adoré bah, aussi. la mer d'Iroise, la plus belle du monde, comme on dit. Mm, En tout cas, exactement. merci à toi. Il y a justement Laurent Alain, brestois, qui nous dit Vortex, j'ai adoré, espérons une saison 2. Est-ce que Ah, c'est. alors malheureusement, c'était une mini-série. Nous, on aurait bien voulu une saison 2 et tout ça, mais on a quand même bouclé sur la saison 1. Il y a une réponse, en tout cas, avec une conclusion. C'est un peu, voilà, c'est un peu mitigé parce qu'il y a des choses bien et pas bien. Mais bon, c'est le problème de faire des choix et de Hmm. devoir les assumer derrière. Et est-ce que le casting, c'est toi, ou comment ça se passe? C'est toi qui as choisi les acteurs ou pas? Non, on avait des idées, par exemple, pour Parvana, qui est donc je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire de Vortex, mais en gros, c'est l'histoire d'un policier dont la femme est morte il y a 27 ans. Et en fait, il va se passer quelque chose où il se met à communiquer avec elle juste avant sa mort et il réalise qu'il peut peut-être la sauver. Sauf que le problème, c'est qu'entre-temps, lui, il a refait sa vie, il a un enfant avec une autre femme dont il est amoureux, et il sait que s'il sauve sa première femme, il va faire disparaître son enfant et sa deuxième femme. Et il est coincé. Et du coup, là-dessus, c'est sur le deuil impossible. Et donc, pour la deuxième actrice, nous, on savait exactement, enfin, on a eu exactement l'actrice qui joue Parvana. Pardon, j'ai un trou de mémoire. En même temps, j'ai eu un enfant il n'y a pas si longtemps. Mais elle était géniale et on l'avait mis dans notre wish list. Et pareil, en fait, pour le réalisateur, parce que le réalisateur, il arrive bien d'après les scénaristes, Slimane Baptiste-Bérou.
On l'avait adoré parce qu'on avait vu la série Mental et du coup, on l'avait mis dans notre wishlist de réalisateurs de rêve avec qui on aurait voulu travailler. D'accord. Parce que j'ai vu aussi dans Lupin, qui avait fait un énorme succès sur Netflix, qui avait été avec Omar Sy. Pareil, au niveau c'était aussi là aussi un très gros casting. Oui, mais alors, moi, j'étais juste autrice sur le pain, donc je n'étais pas co-créatrice, donc je n'étais pas investie autant que pour Vortex. Donc moi, je faisais en gros juste mon travail tranquillement, j'écrivais mes textes. J'ai rencontré effectivement Omar dans le processus, mais qui est hyper sympa d'ailleurs. Mais j'étais pas aussi, j'étais pas sur le tournage, j'étais pas en train de reprendre au dernier moment et tout ça. Là, c'était le showrunner, comme nous, on l'a été sur Vortex, qui s'occupait de ça. D'accord. Eh bien, écoute, merci à toi en tout cas pour toutes ces explications. Donc, on le rappelle que tu es avec nous donc, pour parler donc, de ton premier roman aux éditions Fayard, Virgin in Porn. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va voir la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais juste, oui. C'est Ah non. Zinette Zentriki, je crois, qui était effectivement, elle jouait dans Le Bureau des légendes, qui a joué par Vanna. Oui, merci. D'accord. Ah oui, d'accord, je vois le commentaire. Merci, Séraphine. Voilà, elle m'a tout perturbé dans mes commentaires. Oui, donc Virgin in Porn. Voilà, ben justement, est-ce que tu peux nous en parler de ce premier roman avant d'écouter la chronique de Sonia? Oui, est-ce que tu veux que je pitch le livre ou alors comment j'en suis venue à écrire ce livre? Bah, d'abord, comment t'es venu l'idée d'écrire ce livre? Et ensuite, on parlera du pitch à ce moment-là, si tu veux. Alors, Virginie Porn, c'est un peu particulier parce que c'est semi-autobiographique, parce que c'est inspiré en fait. Donc, c'est une jeune fille qui travaille dans l'entreprise familiale de porno. Or, il s'avère que dans la vraie vie, mon père était producteur de porno pendant longtemps. Il a commencé quand j'avais 13 ans jusqu'à mes 27 ans. Et du coup, ça parle. Moi, j'ai vu comment ça fonctionnait. Bon, quand j'étais petite, évidemment, il nous protégeait. Mais quand j'étais plus âgée, que je voulais devenir scénariste, que j'étais encore à pas gagner ma vie du tout, j'ai travaillé pour lui pendant 2 ans. Et donc, j'ai vu ce que c'était réellement que le monde du porno à l'échelle d'une petite entreprise familiale. Et donc, ça parle, en tout cas, ça explore cette arène-là dans Virginie Porn. Ouais, ben justement, la question qui arrivait tout après, pourquoi avoir décidé d'en faire un livre, justement, de cette expérience personnelle? Parce que j'avais l'impression que ma génération et le rapport au sexe avaient quand même été vraiment très différents de ceux de mes parents. Mes parents, ils ont vu le porno comme une liberté, la liberté sexuelle, une révolution. Mon père venait d'un milieu très religieux et il a vraiment vu ça de manière hyper positive. Alors que moi et mes frères et sœurs, on l'a plus vécu ça comme on était parasités, on était exposés, surexposés au porno. Et j'avais envie de parler en fait du fait que finalement, on avait beau être libre, peut-être coucher peut-être plus facilement ma génération par rapport à ceux de mes parents. Pour autant, en fait, on avait beaucoup de mal à se mettre à nu émotionnellement et être vulnérable. Et ça parle de ça, en fait, Virginie Porn. C'est d'une jeune fille qui n'arrive pas à parler de ses sentiments, qui est complètement coincée, finalement, dans tous les sens du terme, alors qu'elle travaille dans un milieu qui est exactement le contraire de coincé, on va dire. Ouais, et bah justement, hein, et c'est en fait ce livre-là propose je recommence, une réflexion approfondie sur le thème du sexe et de l'amour, mais de manière drôle et émouvante. On va en discuter avec Sonia. Est-ce que c'était volontaire pour toi de le faire d'une manière drôle et émouvante, ou c'est parce que c'est ton style d'écriture? Déjà, c'est mon style naturel, même si je m'adapte un peu à tout. Et puis, je trouve que c'est quand même important l'humour, parce que sinon, ça peut devenir vite glauque, en fait. Mhm. Alors que critiquer gentiment les travers du porno et de la surexposition au sexe, je trouve que tout passe avec l'humour. Tout peut être Mais dit. eh ben, tu as bien raison, en tout cas, et on va écouter la chronique de Sonia dans quelques instants. Mais il y a une question de Elodie, juste avant Sonia, qui nous dit: quelle est la différence entre autrice, créatrice et scénariste? Alors, autrice, c'est vraiment, on va dire, c'est comme employé de bureau. On est engagé pour faire un job et on fait juste notre partie, qui peut être courte, et on découvre le produit fini bien après tout le monde. Co-créatrice,
pardon, donc, je pense autrice, oui, c'est ça. Co-créatrice, ben, on suit, quand c'est notre série, on la suit de bout en bout. Donc, c'est en fait pendant 3-4 ans, on est avec la série et on va aller sur le tournage, on va faire des commentaires sur le montage, on va voir après pour toute la post-prod et pour la promotion, en fait, ce qu'on ne fait pas forcément en tant qu'autrice. Et autrice et scénariste, c'est un peu similaire, c'est juste que scénariste, c'est vraiment spécifique à l'écriture de la télévision et du cinéma, alors que autrice, je pense que ça englobe aussi le roman. C'est toute forme d'écriture, on va dire. Eh ben, merci à toi. Ce que je vous propose donc, bah, c'est d'accueillir Sonia, croqueuse de livres. La chronique de Sonia par la croqueuse de livres. Chère Sonia, alors, tu es avec nous donc pour nous parler de ce livre, Virgin in Porn. Nous t'écoutons. Quand tu as 13-14 ans et qu'un jour, sans que tu t'y attends, tes parents t'annoncent que non, ils ne travaillent pas du tout dans l'immobilier, comme ils te l'ont toujours dit, mais dans l'industrie du porno, le ciel te tombe sur la tête. Voilà ce qui est arrivé à Loli et à son frère Thomas. Quel impact cela va créer dans leur vie personnelle, mais surtout relationnelle. Comment regarder ses parents droit dans les yeux quand ils vous demandent de choisir ce qui pourrait vous intéresser parmi tous les objets en tout genre posés sur la table de la cuisine? Le choix est plutôt difficile et gênant. Que va choisir Loli? Un godemiché géant collé par sa ventouse sur la table où elle mange ses céréales le matin? Les DVD pardon, des films produits par ses parents? Des préservatifs? Ou alors un guide pour apprendre à jouir? Et oui, à cet âge-là, c'est un choix plutôt difficile. Elle a bien une idée, mais son frère passe avant elle. En attendant, c'est auprès de sa cousine qu'elle apprend à se masturber pour essayer de prendre du plaisir. Mais pendant des années, cela va être très compliqué pour elle. Ça y est, Loli a 25 ans, mais comment faire comprendre aux garçons qu'elle rencontre qu'elle, qui travaille désormais avec ses parents, est toujours vierge? Afin de se retrouver elle-même, Loli va prendre plusieurs décisions, dont une très importante. Mais va-t-elle parvenir à vivre la vie dont elle rêve depuis pas mal de temps maintenant? Vous l'aurez compris en m'écoutant que ce livre est un livre déroutant que j'ai eu entre les mains. Comme vous le savez, je ne lis pas les quatrièmes de couverture et j'ai lu le titre, mais sans y faire plus attention que ça. Alors imaginez ma tête dès la première page. Je dois remercier Camille pour cette crise de fou rire quand j'ai laissé un message au reste de l'équipe et surtout à Marie en lui disant j'ai hâte d'entendre ton extrait. Camille décrit tellement bien les situations, les émotions de Loli et de Thomas que direct je les ai vus en face de moi. C'est un roman qui fait du bien au moral, on rit beaucoup, on apprend des trucs et astuces, la façon de travailler dans ce milieu et bien entendu, on a un petit pincement au cœur pour Loli et ce à plusieurs occasions. Bref, c'est un livre que je recommande pour avoir le sourire jusqu'aux oreilles. En revanche, évitez de le lire comme moi, le soir où tout le monde à la maison est couché, car le rire n'est pas facile à baisser en volume. Il se demandait bien ce que je pouvais lire. Encore merci Camille pour ce fabuleux moment de lecture. C'est adorable, Sonia, merci beaucoup. J'ai adoré. Et c'est vrai que j'ai énormément ri et à la maison on se posait des questions. Mais qu'est-ce qu'elle peut me dire pour rire autant? Mais c'est vrai que ah non non franchement j'ai adoré. C'est un style de livre que j'avais pas encore lu et du coup franchement c'est très très bien. Merci, ça me Merci touche beaucoup. Sonia. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter, Camille? Bah, je trouve que c'est vrai que c'est très juste. Et si je peux rajouter, c'est que Loli, effectivement, est vierge et coincée, mais en fait, on découvre que tous les membres de la famille ont aussi un problème et sont abstinents d'une manière ou d'une autre, parce que donc c'est-à-dire qu'en fait, la famille, ils sont tous experts dans le sexe, mais en réalité, leur vie sexuelle est un peu désastreuse pour tous, même pour les parents. Je voulais montrer le contraste, pardon, entre ce qu'on vend et la réalité. Et justement, comment tu les as construits, tes personnages? Donc, tu disais tout à l'heure que c'était un petit peu autobiographique, mais est-ce que tu t'es inspiré de personnages réels en l'occurrence, ou est-ce que c'est vraiment au niveau des personnages pour toi de la pure fiction? Alors, Thomas, le frère, c'est plutôt de la pure fiction, parce que déjà, on est nombreux, on est cinq enfants, donc on était beaucoup plus. Donc
J'ai choisi un personnage, donc il est plus inventé. Par contre, le père et la mère, c'est en fait les 2, c'est un peu mon père. Je les ai mis en 2 personnages différents, et il y a beaucoup de mon père là-dedans. Mais après il a été adorable, il a lu le livre, il m'a toujours soutenue, ouais, après il est mort malheureusement il y a quelques mois, mais en tout cas, il a vraiment été, d'un soutien, infini. Mais D'accord. même dans le Et, livre, il est attachant, hein. Le papa est très attachant dans le livre. Oui, parce qu'il aime sa fille, en fait, et Mm, en tout cas, j'ai essayé de le montrer. mm, mm. d'accord. Et justement, comment il a été accueilli ce livre? Parce que souvent, comme tu le disais en début d'émission, la nouvelle génération aujourd'hui, peut-être qu'il y en a certains, ça va être beaucoup de sexe, de porno. Mais comment aujourd'hui, dans un livre, tu as été accueilli au niveau des libraires, au niveau des lecteurs? Ben, quand les gens, lisent le livre, en fait, ils se rendent compte que c'est pas du tout, putassier. Je pense qu'il y a un contraste quand même entre le titre, Mm. Virginie Porn, et surtout en plus quand on tape juste Virginie Porn sans mon nom ou sans préciser roman, on peut tomber, bah, sur, des liens YouPorn et cetera, et alors que le titre d'ailleurs était prévu à la base, c'était, Culotté. Mais bon, il y avait déjà Pénélope Bagieux qui avait, utilisé ce titre, donc c'était pour ça qu'on a changé. Mais après on découvre en fait, je pense que les gens se disent, «Ça va être hyper provoque», alors qu'au fond ça parle, bah, d'une histoire d'amour, pudique. Mm. Voilà. Et surtout Est-ce que tu le veux? relationnel, en fait, pour les enfants, après, quand ils le découvrent et que l'entourage l'apprend, en fait, les copains, les copines et tout. Et c'est vrai que là, on a le petit pincement au cœur, la façon que c'est accueilli, en fait. Mmh. Mais écoute, merci à vous. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Donc, on le rappelle, on parle de ce livre Virgin Porn aux éditions Fayard. Et d'ailleurs, vu qu'on parle des éditions Fayard, ça me donne l'occasion justement de remercier Zoé Gomé, qui est aussi à l'initiative de ce live, donc attachée presse aux éditions Fayard. Donc, vraiment, merci à elle. Justement, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'édition Fayard? On a déjà eu l'occasion de recevoir quelques auteurs de cette maison d'édition, dont Bénédicte Delmas, qui était avec nous il y a quelques temps. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce qu'on en parlait effectivement en coulisses tout à l'heure. Ben, oui, je disais que Zoé est effectivement merveilleuse et qu'on peut, la remercier parce heu, elle m'a mis en contact avec, plein de personnes, elle se démène pour, ben, essayer de me dégoter des interviews, de trouver des gens qui vont, lire le livre et en parler, et ça, je trouve que c'est vraiment super, et j'ai un éditeur, indépendant, qui, travaille aussi pour Fayard, donc qui s'appelle Vincent et qui a été, génial parce que, vraiment en fait, il m'a suivi même au début quand je commençais à peine à écrire, le livre, et j'écrivais à ce moment-là, j'avais commencé mes premiers chapitres en écrivant à la troisième personne, et c'est lui qui m'a dit, «Tu fais un chapitre à la première personne», et moi j'étais: «Ah, je sais pas», parce que j'avais besoin de distance, c'est quand même quelque chose d'un peu personnel, donc j'étais pas convaincue, mais en gros il m'a forcé la main très gentiment, et il a raison parce que dès que j'ai écrit le chapitre, j'ai compris qu'en fait tout le livre allait s'écrire, à la première personne. Donc ça, c'est génial. Donc ils ont été très bons Et conseils. justement, eh ben, écoute, merci à toi et on remercie encore une fois les éditions Fayard. Et on rappelle qu'on peut retrouver aussi ton actualité sur tes réseaux sociaux, mais aussi sur www.fayard.fr. Voilà, avec un D, non pas avec un T, comme j'ai entendu me le dire l'autre jour. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai vu la question de Laurent qui demandait, Camille, est-ce que vous avez un autre roman en préparation? Et si oui, quel en serait le thème? Alors, oui, j'ai un autre roman en préparation, c'est plus un thriller fantastique, plus dans la veine finalement que de Vortex, donc c'est très, très différent. Ah, Mais, ça prend, du temps, d'écrire un roman, et moi je gagne ma vie en tant que scénariste, pas en tant que romancière. Donc je ne sais pas combien de temps, pour l'instant j'ai fait plusieurs chapitres, mais là, je suis prise par le boulot de scénariste. hmm, Donc je mets un peu en pause, mais ce qui est sympa, c'est que j'ai plusieurs amis qui écrivent aussi des romans, et en fait, souvent on se retrouve, par exemple, le lundi matin, pour, chacun écrit en fait, ses chapitres, et on débriefe ensemble et on se motive ensemble, et en plus c'est le lundi, donc ça lance bien, et pour ceux qui sont hyper motivés, on peut continuer à écrire, là jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà comment je fais pour essayer de me motiver, pour continuer à avancer.
Et justement, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Ça, c'est souvent une question qui intéresse les lecteurs, c'est de se dire, bah tiens, à partir du moment où tu te mets dans la peau de l'auteur, quels sont tes rituels, quelles sont tes habitudes? J'ai pris des habitudes pour éviter la procrastination, qui est un mal très connu. Et par exemple, ce que je fais, c'est j'écris à la main mes chapitres. Et après seulement, je les mets à l'ordinateur. Parce que quand je commence à écrire, à taper à l'ordinateur, j'ai envie de changer, de modifier et je reprends 1000 fois et j'avance pas. Alors que bon, à la main, je suis obligée d'avancer, je raye et puis je continue. Et ça va beaucoup plus vite. Et je sépare aussi par chapitre. C'est-à-dire que pour m'empêcher de revenir en arrière, chaque chapitre est dans un dossier séparé. Comme ça, quand je suis au chapitre 8, je suis coincée. Je suis dans mon chapitre 8. Je peux pas dire non, mais le chapitre 7, non, mais il est ailleurs. Donc, je reste sur mon chapitre 8 et ça m'oblige aussi à avancer. Donc, des petits trucs comme ça. D'accord. Et tu aimais plus de temps à écrire un scénario ou un roman? Un roman. Un roman. Un roman, parce qu'un scénario, c'est plus court quand même, hein. C'est vraiment plus court. Et en plus, on est quasiment jamais seul. Donc, à plusieurs, on est un ping-pong permanent. Donc, on est 1000 fois plus rapide. D'accord. Et s'il y Mais avait là, un ce que des je fais, romans. oui, Oui, non, pardon. vas-y, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Ce que je fais pour celui que je suis en train d'écrire actuellement, c'est que de temps en temps, j'envoie des chapitres à des amis qui me font un retour. Donc, ça me permet aussi d'avancer et de reprendre. D'accord. Merci. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que s'il y avait un roman dans ta bibliothèque ou n'importe où que pourrais choisir à ta guise, que tu aurais aimé écrire en scénario, est-ce que tu sais ce serait lequel? Les Piliers de la Terre de Ken Follett, c'était mon livre de chevet quand j'avais 15 ans. J'adore les sagas familiales historiques. Bon, c'est un pavé, hein, ça fait 1000 pages. Oui. C'est très long. Mais j'aurais adoré, il existe déjà en série, mais j'aurais adoré écrire sur la série. Et sinon, toutes les sagas familiales, j'adore. Donc, Leila Slimani, Le Pays des Autres, je trouve ça super. Alice Zeniter aussi, elle a écrit une saga familiale, j'adore. Isabelle Allende, elle a écrit aussi La Maison aux Esprits, c'est génial. Donc, je suis très fan. Il y a une question intéressante qui demande une série comme Vortex est complexe. Sur quel support faites-vous vos recherches et comment vous vient l'inspiration? Pour les recherches, par exemple, dans Vortex, il y a un système de VR, c'est-à-dire que le policier met des lunettes et après il est immergé dans la scène de crime qui peut revisiter en fait complètement et voir des détails zoomés, etc. Et ça, en fait, on est allé voir un gendarme qui nous a dit qu'il bossait déjà, il filmait déjà les scènes de crime, il les remettait sur l'ordinateur en 3D. Donc on s'est dit, finalement, se dire que il y a la VR qui prend le dessus, c'est pas non plus, c'est possible. Et lui-même, il croyait peut-être que dans quelques années, effectivement, ça serait possible. Donc, on essaie toujours d'avoir un ancrage dans la réalité et de consulter, en fait, quand on ne sait pas. D'ailleurs, dans Vortex, on avait un policier qui relisait et qui nous faisait des remarques. Et par exemple, on parle beaucoup de commission rogatoire et eux, ils disent pas en fait commission rogatoire, ils disent CR. Et nous, le problème, Ouais. c'était un petit problème, c'est oui, mais si on met CR, les gens vont pas comprendre. Oui, du coup, on doit mettre une fois commission rogatoire et après le résultat en CR en espérant que les gens ont retenu et ont compris. C'est vraiment des petites choses comme ça. D'accord. Et est-ce que parfois il y a des moments où tu dois changer totalement ton scénario parce que justement ce que tu dis avec tes recherches, tu t'es rendu compte que par contre ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais à la base, je peux pas le faire si je veux garder Ah, une mais crédibilité. totalement, hein. En permanence. On passe beaucoup de temps à réécrire. L'épisode 4, il a complètement été changé. On faisait trop d'allers-retours, c'est trop complexe. Et donc, on a tout repris, tout rechangé et refait un autre épisode. Oui, ça arrive souvent. On essaie d'éviter, mais bon, voilà. Et ben effectivement, donc une belle série effectivement dont on espérait avoir une suite, mais tu l'as dit tout à l'heure, pour l'instant c'était pas d'actualité. Dominique qui nous dit, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, surtout que le sage des piliers de la Terre a bien fait 4 tomes de 1000 pages. Voilà, effectivement, donc tu disais tout à l'heure, c'était ton livre de chevet. Mais écoute, moi ce que je te propose, si tu veux, en attendant les prochaines questions, parce que je vois que les gens arrivent au fur et à mesure, c'est d'écouter l'extrait de Marie, si ça te va. Avec plaisir. Allez, on lance le jingle de Marie.
Donc pour les personnes qui nous rejoignent, on rappelle que Marie est la comédienne de l'émission qui a lu donc un extrait de ce livre Virgin in Porn aux éditions Fayard. Mettez un casque, s'il y a des bruitages, vous les entendrez mieux et surtout s'il y a de la musique. Tout de suite donc l'extrait de Marie de ce livre Virgin in Porn. Marie Méran présente un roman de Camille Coisse, Virgin in Porn, aux éditions Fayard. Janvier 2012, 11h34, tentative 4 ou 5. À la 8e, j'abandonne. Comme ma mamie, j'écarte les doigts sur l'écran pour agrandir le texte, comme si je ne connaissais pas déjà par cœur les instructions de ma cousine. La première, c'est trop facile. 1. Installe-toi bien. Je suis bien, putain. Je suis dans mon lit, les 2 pieds hors de la couette pour pas avoir trop chaud, avec mon pyjama et ma culotte H&M avec les cœurs. Je porte THE tenue la plus confort du monde. 2. Respire profondément. Ok, je respire. Pas sûr de ce qu'elle veut dire par profondément, par contre. Par le nez? La bouche? Les 2 à la fois? Bon, en tout cas, je respire. 3. Contracte ton vagin. Combien de fois? Combien de secondes? Si je serre les fesses, ça ferme le vagin avec. Comment je sais que je suis contractée à l'intérieur si je le vois pas? C'est toujours comme ça avec ma cousine. Elle est jamais claire. Je lui ai dit plein de fois, mais elle n'écoute rien. Pas étonnant qu'elle ait redoublé sa 5e, alors que moi, qui suis une élève très moyenne, comme l'a dit maman, eh bien, je suis quand même passée en 4e. Elle est trop vague. Comment je peux jouir dans ces conditions? Les gens comme elle, qui jouissent comme ils respirent, ils ne peuvent pas comprendre ceux qui galèrent. Ils ont eu la chance de choper le pli du premier coup. Mais les autres, les nuls comme moi, comme siffler, j'ai jamais réussi non plus. Pourtant j'ai essayé, tellement de fois. Je passais des heures dans le jardin à placer ma langue correctement dans ma bouche pour sortir le son parfait. Ça n'a jamais pris. Mon frère, lui, siffle à la perfection. C'est tellement injuste. Mes parents me répétaient « Tu n'essayes pas vraiment ». Mais si. Un jour, je sifflerai comme une déesse. Et un jour, je vais jouir. Non, pas un jour. Aujourd'hui. Elle dit quoi déjà en 4? Ça va peut-être m'aider à comprendre le 3. 4. Caresse-toi le clit. Comment elle se la pète? Elle pourrait écrire clitoris en entier. En rond, dans le sens des aiguilles d'une montre, pas trop fort. T'as le droit d'utiliser de l'huile type huile d'olive ou ta salive si t'as rien d'autre, mais olive ou tournesol, c'est quand même mieux. Ça sera ma salive. Je vais pas descendre à la cuisine pour prendre l'huile d'olive. Maman va pas comprendre pourquoi je l'embarque dans la chambre. J'en mets où? Sur mes doigts? Le clitoris? Oh, je suis paumée. Oh merde. Ma bave me glisse entre les doigts. Mon oreiller va sentir la vieille salive. Bon, tant pis. On recommence. Je crache. Ah, même ça, j'y arrive pas. Rien ne sort. J'ai la gorge trop sèche. Faut que je boive. Mes doigts mouillés glissent sur l'écran et brouillent l'instruction suivante. Heureusement, je la connais par cœur. 5. Jouis. En plus, elle a mis un point. Genre, elle me donne un ordre. Ah, ça m'énerve tellement. C'est vraiment des consignes de merde. Je vais lui dire que ça marche pas, son manuel. Elle répond pas, évidemment. Bon, allez, je m'en fous. On n'abandonne pas, on s'accroche. Go! Je tourne, je contracte, je tourne. Voilà donc pour cet extrait de Virgin in Porn aux éditions Fayard. Donc on le rappelle encore une fois hein, que c'est de manière drôle et émouvante que tu abordes ces thèmes hein, qui sont le sexe et l'amour, on l'aura compris. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet extrait? J'attendais de voir comment elle allait le dire et franchement, je revois le texte en fait devant les yeux et la petite musique à la fin, alors là, elle m'a tuée par contre. Hein. Là, c'est... Mais non, franchement, à chaque fois, Marie, c'est juste une pépite à écouter, quoi. Eh ben écoute, merci à toi. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu as envie de dire sur cet extrait? Pour le lit, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas du tout évident de jouir, et même pour les hommes, en fait. Parce que j'ai déjà, comme en fait, écrire sur le sexe, il y a des gens après qui racontent leurs propres anecdotes, et il y avait
des hommes qui me racontaient, l'un d'entre eux me racontait qu'il ne savait pas en fait se masturber quand il était jeune. Il pensait que c'était une source de chaleur, donc il avait approché son truc, je ne sais pas si on va être censuré sur YouTube, donc son truc près d'une lampe, voilà, près d'une lampe et il s'était brûlé. Donc c'est pas en fait c'est un périple aussi. Il y en a qui prennent le pli très vite et d'autres ils mettent très très longtemps et même certains malheureusement n'y arrivent pas. Et je voulais aussi montrer que c'était pas simple en fait d'apprendre à connaître son propre corps. Et souvent pour les femmes en tout cas, je trouve qu'on est tellement concentré à cause du porno qui se met au service, enfin les femmes sont au service des hommes. On a tellement l'habitude de faire ça dans le sexe que c'est compliqué après de se concentrer sur son propre plaisir et on se perd. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes. Donc, je voulais aussi parler de ça de manière indirecte. Mais écoute, en tout cas, merci à toi. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est aussi courageux de parler de ces thèmes-là, parce que bon, il y a les deux classes, hein. Il y a ceux qui vont te dire, on parle de sexe, c'est les cochons, et ceux qui parlent de sexe, c'est les autres. Mais en tout cas, vraiment, merci à toi. Je vois Sonia qui secoue la tête. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup de préjugés, en fait. C'est ça. Mm. Donc, c'est presque tabou dans certains endroits, en fait. Voilà, quoi. Donc, du coup, voilà. Ouais, mais en tout cas, je te rassure, Camille, on ne sera pas censuré avec ce livre. Je te rassure, quand on reçoit des auteurs de thrillers et qui découpent des gens en morceaux, c'est pire, hein, je te rassure. Et Sonia peut en témoigner. Écoute, je vois quelques questions, dont une qui me dit: que trouvez-vous plus dur dans l'écriture d'un scénario ou d'un roman? Le plus dur dans l'écriture d'un scénario, c'est que de temps en temps, en fait, il y a tellement de personnes qu'on doit convaincre et mettre d'accord qu'on peut perdre un peu le cœur de ce qu'on veut raconter. On se perd en chemin et finalement, on n'est plus sûr de raconter quelque chose parce que en scénario, il faut aussi essayer de plaire à un maximum de monde. Et du coup, le propos se dilue et on raconte plus rien. Donc ça, c'est un peu le danger. Et pour le roman, on est à une telle liberté qu'il faut faire des choix, il faut rester simple et il faut couper et il faut aller au fond de quelque chose. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident parce il n'y a pas de cadre. Donc ça, c'est vraiment la chose qui est moins facile, je trouve, pour le roman. D'accord, merci à toi. Moi, Sonia, tu veux rajouter? Oui. Ouais, parce que j'allais les marquer dans le chat privé pour y repenser. Mais si vous deviez choisir entre écrire des scénarios et écrire un roman, lequel vous choisiriez? Alors, je vais du mal à le dire, celui-là. Alors, bon, j'adore être scénariste, mais je pense que l'avantage quand même du roman, c'est que ça s'écrit, c'est un produit fini. C'est-à-dire, si je repense à tous les scénarios que j'ai écrits et qui n'ont pas vu le jour, parce qu'en fait, ça dépend de plein d'autres facteurs, c'est quand même hyper triste. Donc, je dirais le roman, parce que j'ai l'impression que ça peut exister d'une manière ou d'une autre. Même si les gens n'ont pas la chance de trouver un éditeur, au moins ils peuvent le mettre ailleurs et le faire exister. Ce qui n'est pas le cas pour le scénario. D'accord. Merci à toi. Ce que je te propose, c'est d'écouter la question de l'invité. Question mystère. Allez, ce que je te propose. Alors, la question de l'invité, c'est-à-dire que nous avons demandé à notre invité précédent, donc qui devait être, on le rappelle, non, c'est pas celui-là. On devait recevoir Camille Kouas. Non, Camille Kouas, elle est avec nous ce soir. On devait recevoir mercredi Jérémy Classe, tu vois, ça sonne presque pareil, qui devait venir nous parler donc de son livre Commandant Solane aux éditions Héloïse d'Ormesson. Malheureusement pour diverses raisons, il n'a pas pu être avec nous ce soir-là et je sais que ce soir, s'il nous regarde, je lui fais des gros bisous et je lui apporte toutes mes pensées. Donc, il n'a pas pu poser la question pour toi, Camille, mais il y a une personne qui s'est proposée de te poser une question que je te propose d'écouter justement. Hello Camille, j'avais une petite question pour toi et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un roman? Voilà, on en parlait tout à l'heure. Donc, Zoé Gomez, attachée presse aux éditions Fayard. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre, Camille? Au début, j'avais pensé à écrire Virginie Porn en scénario, mais en fait, justement, il y avait plein de gens qui disaient: ah mais tu devrais le faire plutôt comme ça ou comme ça, etc. Et j'ai l'impression de pas pouvoir
explorer des choses intimes et personnelles. J'avais besoin d'être dans la tête du personnage et du coup, je trouvais que le roman, en fait, on pouvait y aller à fond. Il n'y avait personne pour nous dire fais plutôt une sorte de Grey's Anatomy ou va plutôt par là. Et j'avais besoin de cette liberté, justement, qui peut être compliquée par moments, mais en tout cas, pour ce roman, c'était important que je puisse mettre mes tripes dessus. Et ben merci à toi en tout cas d'avoir répondu à cette question. Et encore une fois, merci à Zoé qui s'est prêtée au jeu justement pour remplacer la question de, ah, Jérémy. de Jérémy, excusez-moi, parce que je vois le commentaire qui arrive en même temps. Donc merci à toi. La semaine prochaine, on recevra effectivement Sandrine Cohen qui viendra donc nous présenter, chère Sonia, son livre Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Sonia, en quelques mots sur ce livre? C'est un livre étrange. Franchement, j'ai été étonnée parce que j'ai déjà lu Sandrine Cohen et c'est une façon d'amener les choses en fait sur le rapport entre un enfant et ses parents. Et du coup, bon de toute façon, je dévoilerai rien en disant que c'est un fils qui tue son père. Mais derrière, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi? Comment? Et est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'il cache pas quelque chose? Et beaucoup de secrets de famille, en fait, qui vont ressurgir pendant l'enquête. Donc, c'est un livre super intéressant aussi. Eh bien, écoute, on découvrira justement avec Sandrine justement la semaine prochaine. Et j'ai envie de te demander, Camille, mais quelle serait la question que tu as envie de poser à Sandrine? Sandrine, je vois que tu as travaillé dans le documentaire. Je trouve ça vraiment intéressant parce que j'ai l'impression que quand on travaille dans le documentaire, on écrit un scénario, donc on écrit une histoire, et puis après, on va sur le tournage et la réalité. Et c'est comment en fait tu fais pour réécrire le scénario ou alors quand le scénario ne matche pas ce que tu veux raconter et que tu es surprise par le réel. Merci beaucoup Camille donc pour cette question qui on le rappelle on lui diffusera cette question donc le mercredi 9 avril donc ça sera la semaine prochaine puisque je vous rappelle chers amis que cette émission vous pouvez la retrouver le mercredi et le vendredi à 19h30 en direct sur YouTube et Facebook. Donc voilà, le but du jeu c'est de poser vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de commentaires qui arrivent. Donc en tout cas merci à vous et merci Camille pour cette question. Laurent qui nous dit « Le sexe est comme l'argent, beaucoup de gens ne veulent pas en parler pour diverses raisons, mais tout le monde a besoin des deux. Oublions l'hypocrisie. » Voilà, Laurent en mode point levé ce soir. Merci Laurent. Dominique qui nous dit « Est-ce que ce livre porte un peu un message à l'intention des femmes qui se sentent mal à l'aise par rapport à l'actualité terrifiante, comme le procès de Mazan, par exemple ?» Oui, là c'est... je pense que plutôt ça apporte un message positif, on va dire dans l'autre sens, où il faut apprendre, ça dit aux femmes, apprenez à mettre les limites, à savoir, à vous protéger, à dire non et à explorer votre corps et votre sexualité à votre rythme, comme vous le souhaitez, avec le temps qu'il faut et dont vous avez besoin. Et le plus important, c'est que ça peut être plus facile finalement de se mettre à poil et de faire l'amour que de dire à une personne qu'on a des sentiments sans être sûr que la personne le ressent en retour. Et je pense que peut-être qu'on n'est pas obligé toujours de coucher ou de faire des coups d'un soir et que juste en fait dire à une personne je t'aime bien, même je t'aime beaucoup, c'est déjà extrêmement difficile et on peut essayer de remettre ça à l'honneur. Oui, mais en tout cas, merci en tout cas pour tes mots qui, je le sais, résonnent beaucoup ce soir. Et justement, il y a Camille qui nous dit, est-ce que écrire pour le théâtre serait envisageable pour toi? Ah, c'est une très bonne question, mais je pense que je ne regarde pas. Je ne vais pas assez souvent au théâtre pour me sentir capable et à l'aise d'écrire pour le théâtre. C'est vraiment, c'est vraiment très très particulier. C'est un exercice qui a l'air hyper compliqué. Je suis hyper admirative, mais je suis pas sûre que ce soit pour moi. D'accord. Et tourner dans un film, c'est-à-dire que tu es scénariste, mais est-ce que être actrice, par exemple, ça te plairait également? Est-ce que tu es écrit le jouer? Non, je serais très mauvaise actrice. Je pense que c'est pareil, c'est pas du tout pour moi. Je me vois plus, à un moment donné, j'aimerais bien réaliser un court-métrage et j'aimerais bien être
productrice. D'ailleurs, j'ai créé ma boîte, ma structure de production pour coproduire des projets. Mais actrice, je laisse aux experts et aux gens qui ont un véritable talent le faire. Et je suis hyper admirative. Mais en plus, quand même, les acteurs, ils se prennent énormément de refus en permanence. C'est un métier extrêmement difficile, donc je regarde de loin. Mm. Bah, souvent, il y a cette comparaison des acteurs qui se voient refuser des rôles, mais souvent aussi des auteurs qui se voient refuser des maisons d'édition. Est-ce que toi qui est sur les deux, bon, actrice, on l'a dit, mais pour toi, comment tu réagirais? Enfin, je sais pas si j'arrive à bien exprimer ma question. C'est-à-dire à quel point on a des rejets, oui. Alors, en tant que scénariste, oui, on subit énormément de rejets. Moins que les acteurs, quand même, si on doit comparer, mais c'est quand même assez violent. Et je pense qu'il faut avoir l'équilibre entre avoir assez d'ego pour se dire, OK, je vais continuer, je vais avancer, je vais rester dans ce métier, je vais percer à un moment donné, et de ne pas en avoir trop non plus pour être capable de se remettre en question en disant, bon, qu'est-ce que je plante là, qu'est-ce que je suis en train de passer à côté. Et je pense que la meilleure personne pour en parler, c'est Joël Dicker, parce qu'il a été refusé au moins, je crois, 6 fois. Et il racontait dans un podcast, il fait alors j'ai écrit ça, bon bah c'était refusé. Et franchement, au bout de la 4e fois, je dis mec, lâche l'affaire. Et non, il continuait. Et je pense que c'est la bonne chose à faire. Si on aime ça, on continue jusqu'à sa mort. Et voilà, et c'est quand même très rare quelqu'un qui a écrit des livres jusqu'à sa mort où rien ne s'est passé et il n'a jamais été publié. Je pense que le contraire est beaucoup plus réaliste finalement. C'est qu'au bout du 11e, quand on a la chance du premier, mais au bout peut-être du 15e livre, eh ben, on finit par être remarqué. Et c'est tant mieux, il y a une justice quand même. Ouais. Et quel serait pour toi l'acteur ou l'auteur qui t'inspire le plus? Si tu en as. J'adore Leila Slimani. Voilà. Je suis très admirative, j'adore sa plume, j'aime son parcours, j'adore ses romans. Donc voilà. Enfin, il y en a plein après des contemporains. Alice Zeniter, je la trouve géniale aussi. En plus, elle a fait du théâtre d'ailleurs, puisque je suis allée voir sa pièce de théâtre. Donc, elle a vraiment les deux casquettes. C'est génial. Il y a plein de. Emmanuel Carrère aussi, j'aime beaucoup. Donc, en fait, il y a plein d'auteurs contemporains qui sont hyper talentueux et géniaux. Il y a justement, tu disais plusieurs casquettes. Est-ce que toi, effectivement, il te manque une corde à ton arc aujourd'hui? Je me demande. Vraiment, productrice, si, sûrement. Mais je trouve que je m'épanouis dans l'écriture. Ce qui est vraiment de magnifique dans l'écriture, que ce soit le scénario ou le roman, c'est qu'on peut parler de choses intimes de manière un peu détournée. On peut se cacher derrière un personnage pour raconter des choses qui nous sont arrivées ou dont on a peur. Et ça, je trouve que c'est assez magnifique. Quand j'avais 8 ans et que j'écrivais mes livres, en fait, j'étais très triste parce que j'avais pas d'amis. J'écrivais Petite pomme pourrie toute seule sur son arbre. Et voilà, c'est une manière détournée, en fait, de parler des choses qui blessent, mais on a l'impression d'être protégé derrière les mots. Et c'est ce que je trouve très beau dans l'écriture. Eh bien, écoute, merci en tout cas pour toutes ces réponses. Donc, on rappelle qu'on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. On peut te retrouver effectivement aussi sur TikTok, pour ceux qui te suivent. Sonia nous le disait tout à l'heure. Mais on peut aussi retrouver ton actualité sur le site de Fayard. Voilà, www.fayard.fr, puisqu'on le rappelle que tu es avec nous ce soir pour nous parler de ce livre, Virgin in Porn, qui est ton premier roman, justement, aux éditions Fayard. Pour ceux que ça intéresse, on peut aussi te retrouver en dédicace prochainement. Donc, tu seras le 11 avril au Festival du Livre de Paris, de 18h à 20h, et à Cherbourg, dans la librairie Rist, de 10h à midi. Voilà, donc si vous êtes sur Paris ou du côté de Cherbourg, n'hésitez pas à aller rencontrer Camille, qui, on le voit ce soir, est agréable et très sympathique. Donc, vraiment, merci à toi et encore merci d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de ton livre. C'est un plaisir. Alors, ce que je peux te proposer maintenant, c'est peut-être de recevoir notre chère amie Séraphine, qui, je vois, prend pas mal de notes depuis tout à l'heure. Donc, c'est d'accueillir. Je t'en prie, le temps de lancer son jingle puisqu'elle adore ça. Et on accueille Séraphine. Notre chère Séraphine Matin, voilà la psychochroniqueuse de cette émission.
Donc là, c'est ce moment-là où les auteurs, ils étaient bien, ils étaient détendus, et c'est à ce moment-là que maintenant, boum, ça redescend. Non, je plaisante, on va faire peur. Non. Bah écoute, avant de te laisser la parole, Séraphine, et te laisser avec Camille, je vois Camille qui ouvre grand les yeux. Rassure-toi, Camille, hein, ça, c'est de l'humour. Hein. C'est un grill en carton, comme nous disait Alexis Lebsker. Mais Séraphine, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur cette heure d'émission avec Camille? Que je suis impressionnée par ton calme, par ta façon de dire posément et clairement les choses. On sent que tu es une passionnée, mais qu'en même temps, tu modères. C'est fou parce que tu as fait les scénarios ou même l'essence même de ton roman est très vivant. Il y a beaucoup d'humour. Tout ce que tu fais est très vivant et pourtant tu es une personne très, très posée, très calme. C'est assez fascinant pour moi, qui suis peut-être un petit peu trop Oh. expansive des fois. Du coup, ouais, je trouve ça hallucinant d'avoir autant de passion, autant de facilité à écrire et à transformer les choses en quelque chose de visuel, que ce soit scénaristique et donc dans les séries ou clairement dans ton roman, où c'est vraiment hyper visuel finalement et très très vivant. Et du coup, je trouve, ouais, j'aime le contraste entre ta personnalité et ce qui sort de ce que tu fais. Je trouve ça assez impressionnant. Du coup, je pense que ma première question, ça va être ça. Ça va être comment tu fais? Comment tu fais pour écrire des choses aussi vivantes et aussi imagées et pour être toi-même aussi calme et posé? Alors oui, c'est vrai que de temps en temps, je revois cette image-là, mais je peux te dire que mon conjoint me trouve certainement pas calme ni posé. Lui, par contre, il l'est. Non, je suis beaucoup plus, je suis moins névrosée que Loli dans le livre, mais oui, j'ai un problème où je fais plein de choses et je m'épuise et puis je finis par pleurer en disant ah pourquoi j'ai pris tout ça, qu'est-ce que je fais nulle part, voilà. Donc, mais en réalité, ouais, je suis un peu moins posée que j'en ai l'air. D'accord. Donc, c'est une pudeur finalement. Ah bah oui, j'ai pas envie de blesser les gens, de dire des choses maladroites, donc je fais un peu attention. Je suis un peu prudente avec mes mots, mais c'est pour éviter de blesser ou de choquer trop les personnes. Après, en privé, j'ai un peu moins cette pudeur. D'accord, tu es un peu plus expansive et Absolument. démonstrative. Mm. Mais justement, par rapport aux autres et au ressenti des autres, quand tes parents, quand ton père, qui est du coup le double personnage, parce que tu parles de Mm. tes parents et tu as dit tout à l'heure que ton père finalement était dans les deux, comment il a reçu ton livre? Comment ça se passe quand tu fais lire ton roman à ton père et qu'il réalise qu'il est un petit peu tous les personnages et que indirectement tu racontes ton vécu et ta sexualité, enfin ton rapport à la sexualité. Comment ton père, il prend ça? Bah, mon père, il est aussi le personnage de la mère dans le sens où il raconte toute sa vie un peu trop. Donc, clairement, lui, de découvrir ça, ça le choque pas puisqu'il balance toute sa vie. Il a aucun filtre. Donc, et c'est quelqu'un qui provoque dans l'âme. C'est-à-dire que il a travaillé dans le porno, puis après, quand ça s'est arrêté, il n'arrivait plus à rester éthique dans ce milieu-là, il a préféré arrêter. Finalement, il a décidé de devenir influenceur chasse. Et il avait une chaîne YouTube. Donc, c'est quelqu'un qui choisit toujours des chemins de traverse. Oui, Donc, effectivement. donc, le sujet, ça ne l'a pas choqué. Tu sais quoi, le seul truc qui l'a vexé dans le livre, c'est que je dis que le père est tout le temps en régime, et c'est effectivement le cas de mon père, où je dis, et mon père avait toujours cette expression, à chaque fois qu'il perd, déjà il perd toujours du poids, il ne reprend pas. Et il disait oui, c'est des bouteilles d'évian, j'ai perdu l'équivalent d'une bouteille d'évian en entier, 1,5 litre, même pas 1 litre, etc. Et c'est vrai qu'il disait beaucoup ça. Donc ça l'a un peu vexé. Il dit mais c'est pas vrai, est-ce que je fais des régimes tant que ça? Puis tout le monde dans la famille lui a dit oui. Il était ah bon, bah d'accord alors. Et D'accord. voilà. Ah, c'est extraordinaire. La seule chose qui l'a choqué, c'est ça, c'est que tu avoues finalement, mais cette partie-là de son intimité, c'est Ouais. fou.
comme quoi, comme tu le dis dans ton roman, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui est important dans l'intimité, c'est pas forcément de se mettre à nu, c'est ces petites choses-là, ces petites Mm. choses qui nous appartiennent et qui sont censées être. Donc c'est ça, c'est que tu parles de ces régimes a été plus choquant que le reste. Mais est-ce qu'il y a découvert aussi quelques petites choses de ton adolescence, enfin de choses qu'il avait peut-être pas bien compris, ou Je est-ce que tu pense as toujours que été très honnête justement sur le fait que c'était forcément compliqué pour une adolescente de vivre là-dedans? bon, je sais pas parce qu'il le dit pas dans ces termes-là. Enfin, lui, ce qu'il Mm. disait, c'est en gros, on a merdé en tant que parents, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on savait à ce moment-là, et, et on a toujours fait tout ce qu'on a fait par amour parce qu'on vous aimait plus que tout et c'est vrai. Et c'est pour ça que qu'est-ce qu'il soit, enfin, peu importe ce que mon père a pu dire ou faire de maladroit, je sais que c'était la maladresse, que c'était jamais de la méchanceté. Et Oui, il n'y ça, a je eu trouve qu'on aucune pardonne équivoque. tout. Ouais, en tant que Bien sûr. parent, on merde forcément à un moment donné. Bien Et sûr. voilà. Et en tant qu'adolescente, du coup, comment on programme, enfin comment on construit sa propre sexualité et sa propre vie sentimentale? Bah, c'était difficile parce que du coup, j'associais le sexe à mes parents. Donc moi, ça me mettait mal à l'aise. Et en plus, j'étais hyper fleur bleue. Mes parents, ils se sont rencontrés quand ils avaient 18 ans. Oh, Ils sont tombés amoureux très vite. Mon père, qui est mort récemment, il a dit à ma mère que c'était la femme de sa vie, qu'il n'était jamais tombé amoureux de quelqu'un d'autre qu'elle. Donc, et j'ai grandi avec un peu cette, cette croyance-là. Et donc, j'étais persuadée que moi aussi, je rencontrerais quelqu'un à 17-18 ans et qu'on serait ensemble toute nos vies. Bon, en fait, j'ai rencontré le père de mes enfants à 36 ans. Donc, il y a eu quand même du chemin entre-temps. Et j'ai pas attendu aussi longtemps que Loli, parce que j'étais vite blasée en disant, bon, c'est pas... mais j'étais hyper triste, en fait, de pas... peut-être de pas m'être écoutée, de pas avoir attendu, de pas avoir d'avoir eu du mal en fait à tomber amoureuse. J'avais beaucoup plus de mal à tomber amoureuse. J'avais très peur de ça finalement, alors que c'est ce que je voulais le plus au monde. mais ça avait rien à voir avec le milieu, c'était ta nature. C'était Je dans pense ta nature que que le milieu a empiré probablement parce que j'étais un peu fleur bleue, mais d'être dans un milieu où on en parle beaucoup, où c'est surexposé. Du coup, on se cache un peu derrière cette paroi en fait, en disant bah oui, je suis cool, je couche, mais en fait, je ne tombe pas amoureuse. Je pense que ça n'aide pas, en fait. On dissocie un peu. Et puis même, en fait, c'est vrai que du coup, moi, j'associe quand même énormément le porno à mes parents. Donc, bah oui, oui, je pense que c'est pas la meilleure chose au monde non plus. Je ne recommande pas. oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi tu es passé par le roman, du coup, pour raconter tout ça? Toi qui es scénariste, pourquoi est-ce que tu n'as pas directement monté une série? Bah, là, ça va être mon objectif. Là, j'écris une série adaptée, enfin, le pilote adapté du coup, du bouquin. Mais en fait, Mhm. il y a des contraintes qu'on a beaucoup plus quand on écrit une série. Il faut que ce soit visuel. Il faut montrer en fait d'une autre manière comment elle souffre sans être dans sa tête. Il faut Oui. aussi avoir des enjeux, pousser plus les enjeux. On peut pas se permettre d'être chronique. C'est très compliqué à vendre. Mhm. Donc, il y a Oui. plein de contraintes qui font qu'on a moins de liberté. Et c'est pas grave, c'est mon métier d'être scénariste. Mais je trouvais que dans le roman, j'avais Oui. vraiment envie d'explorer, d'être dans l'intime, d'être dans sa tête et dans son intimité et pas d'avoir Oui. d'avoir la contrainte en fait de ah oui mais non mais là il faut un objectif mais là il faut que ça avance, là il faut un retournement de situation, etc. J'avais et là et surtout ben on est beaucoup dans sa tête, elle est quand même figée et coincée cette Mhm. pauvre Mhm. Loli. Du coup il y a beaucoup de choses où je dois réinventer complètement en, Oui. en scénario parce que ça marche plus. Oui, donc oui, pour ce personnage-là, c'était beaucoup plus facile finalement dans le roman parce que tu peux aller directement dans sa tête, alors que sur un scénario, ça nécessiterait peut-être une voix off ou enfin quelque chose qui remet dans le contexte et qui alourdit, je pense, C'est enfin ça pour moi et en tout cas, les voix off, je trouve que ça alourdit un petit c'est peu ça.
Ça Du coup, ça comme je précise. peux, je suis d'accord, hein. C'est pour ça que je fais pas de voix off, mais donc je suis obligée de changer des Oui, choses pour pas faire de voix off. Mais je sais pas si tu as oui, vu voilà. la série La Servante écarlate, Handmaid's Oui! Tale. Et ben, à Mmh, l'origine, mmh c'est un mh. livre qui est court Oui, et c'est très int il est génial, enfin moi j'ai adoré le livre et on est que de ça dans sa tête. On est dans un personnage qui est figé, qui a peur de tout et je la comprends. Moi aussi, je serais tétanisée, je bougerais pas. Mais quand on fait une adaptation de série, ben, on est obligé de la rendre active, on est obligé de la faire beaucoup plus bouger, on est moins, dans son ressenti, même si on l'est quand même et on doit développer aussi tous les autres personnages autour. Ben, c'est exactement ça. mmh, Pour Virginie Burns, on est beaucoup plus, à l'intérieur, dans l'intimité de cette personne qui est figée oui, et en fait, si on adapte et ben, on est obligé de développer les autres personnages beaucoup plus, donc les parents, le frère oui. et de la rendre plus active malgré tout. Mmh. Ah, tu pourrais réinventer parce que là, tu dis que, ben, du coup, Loli, elle a qu'un frère alors que toi, tu en as, enfin, des Ouais, frères et j'ai 2 sœurs. frères et 2 sœurs, oui. Donc du coup, dans une série, tu pourrais, voilà, rajouter des personnages en tournant un petit peu et en rajoutant les autres. C'est vrai que je Ça pourrais, pourrait mais ça ferait expliquer. beaucoup, beaucoup. Je Oui, oui, pense je plutôt pense, oui. qu'on est que de son point de vue dans le livre, Oui, Loli, alors que dans la série, j'aimerais bien qu'on soit du point de vue du frère, des parents et qu'on bien les sûr. suive en fait, avec leurs propres, problématiques. Donc en fait, ça ouvre plus le Oui, champ. ça devient une saga familiale sur Mmh, fond d'industrie du X, qui du coup devient accessoire, mais un petit peu comme dans ton livre. C'est ça que je trouve dingue, c'est que mmh, c'est tout le temps là, c'est clairement là, mais qu'en même temps, on arrive tellement à être dans l'émotionnel et dans l'envie de cette nana de se trouver elle-même, que je trouve que le côté accessoire est joliment traité, vraiment mmh. joliment traité. Et Merci. du coup, par rapport au scénario, je voulais savoir, par rapport aux chaînes pour lesquelles du coup tu as travaillé, que ce soit TF1, France 2, Netflix, même si c'est un. Est-ce que tu as autant de liberté pour chaque chaîne ou pour chaque. Enfin, comment ça se passe quand tu présentes un scénario? Est-ce que les choses sont plus cadrées en fonction de la chaîne à laquelle tu le proposes? Bah, oui, en fait, chaque chaîne a un peu sa ligne éditoriale, on va dire, comme, Mhm. comme les maisons d'édition et du coup, Oui. ben, je peux pas proposer la même chose à TF1 que je le proposerai à France Télé ou alors à Canal, ou, à Netflix et Mhm. donc le projet que j'écris, je sais que, par exemple, même si j'adore travailler avec TF1, ce sera pas pour TF1, c'est pas pour eux, donc je sais déjà, qu'ils diront Oui. non. Donc je vais pas, ils font pas sur ma cour, en plus ils font pas j'écris pour faire de la comédie en 30 minutes. Donc je sais déjà Oui. que France Télé, TF1, ce sera pas possible, par exemple. Canal? Peut-être, peut-être, on va voir. Parce que enfin, ça paraît ridicule comme question parce que du coup, c'est rentre dans une espèce de cliché, mais enfin, pour moi, dès l'instant où tu en parlais tout à l'heure, pour moi, une série sur l'industrie du X, ce serait justement le petit pied de nez Canal+, l'époque du film du samedi soir, enfin, je sais plus comment. Oui, oui, c'est ça, C'est c'était enfin, le film du samedi soir, je vraiment m'en souviens. ouais. Mmh. Oui, oui, bah oui, Bah, oui, puis surtout, ils ont fait la série Hard, je sais pas si tu te rappelles, sur oui, Canal. Ça non, parlait d'une, ça me parle pas. alors ça parlait d'une femme, catho, un peu coincée, qui découvre que son mari travaillait donc son mari meurt et elle découvre en fait qu'il avait une société de porno et qu'elle est obligée de reprendre, la suite et en fait, elle va avoir une libération, en faisant ça et en fait, c'est mon père a adoré cette série parce que pour lui, c'était, sa vie. Et Oui, bien sûr. bah, oui, c'est ça, c'était quelqu'un, qui du coup s'est libéré grâce au porno et moi si je devais faire une série, ce serait plutôt les enfants en fait de cette femme-là qui eux donc ont un peu grandi dedans et qui le voient pas du tout comme une libération, qui le Oui. voient plutôt comme au contraire, comme une saturation, de trop de choses, ce serait vraiment de faire, presque la trajectoire inverse d'une certaine manière. Ah oui, oui, ce serait totalement logique. Enfin, ce serait ouais, ouais, un bel hommage et une belle suite. Ouais, c'est fou. Mais en fait, du coup, tu parles pas mal de ton père, mais ta mère, comment elle, enfin, quel rôle et comment ça se passait pour elle à ce moment-là? Est-ce qu'elle a anticipé le fait que quand même elle avait des enfants et que vous alliez tous vivre ça en famille? Enfin, comment leur est venue cette idée en fait, tout simplement, et de se dire on va avoir quand même une famille nombreuse et on va essayer de vivre normalement dans cette industrie. Enfin, ça me paraît complètement dingue. Comment une maman accepte l'envie de son mari
et élève ses enfants dans cette entreprise familiale totalement décalée? Ma mère, elle est vraiment très différente de mon père. Elle est beaucoup plus pudique. Elle nous racontait pas du tout les détails de sa vie personnelle ou sexuelle, en fait. Donc, elle nous protégeait, en fait, énormément. Mhm. C'était pas du tout comme mon père. Et même elle se protège. Elle est venue à dédicace du livre, l'ouverture, etc. Mais elle n'a pas lu le livre parce que justement, elle n'avait pas envie de retrouver le lire et de se sentir mal à l'aise. Donc, Oui. c'est pas du tout la même réaction pour autant. Quand je me suis mise à écrire, elle savait. Elle me l'a dit, je suis sûre que tu vas finir par écrire une histoire dessus, quoi. Je suis préparée. Donc oui, non, notre mère, elle est vraiment dans une position où elle cherche à nous protéger, puis elle est partie. Elle est travaillé moins longtemps que mon père. Elle est partie au bout de quelques années pour travailler dans un milieu qui n'avait rien à voir. Donc Mhm. c'est juste mon père qui a continué tout seul, puis après qui est passé à la chasse. D'accord. Mais c'est dingue parce qu'en fait, vous avez tous été concernés au même moment et pendant la même période. Et finalement, chacun a réagi à sa façon. Chacun a géré ça à sa façon et en totale liberté. Et c'est ça, en fait, que j'ai envie de retenir aussi par rapport à la famille, à ton environnement et au contexte. C'est que ce n'était qu'une entreprise familiale et chacun a réussi à y avoir sa place ou pas, à sa hauteur ou pas, avec son envie ou pas. Et tout a été respecté. Et ça, Mm. je trouve ça chouette. Et, mais chouette et finalement quand même difficile parce que j'ai eu l'occasion de voir une de tes interviews. Et comme on parlait de série tout à l'heure, je voudrais que tu me parles de Buffy. Ah oui, Buffy contre les vampires. C'était ça qui m'a donné, enfin c'était la trilogie du samedi, dont Buffy, qui m'a donné envie de devenir scénariste. Et je trouvais ça Ouais. génial. Et c'est vrai que quand j'étais adolescente, j'ai souffert de dépression assez grave. Mais c'était pas, pour le coup, c'était pas lié au porno, c'était lié à l'école. Je vivais comme une prison depuis que j'avais 5 ans. Donc j'étais même un peu dépressive enfant, mais c'est très difficile à détecter, donc ça Mhm. empirait plus tard. Et, Sans enfant. euh, et Buffy, en fait, elle parle, il y a toute une saison où elle souffre de dépression. Et moi, ça m'avait énormément marqué, parce que j'étais en plein dedans, et je voyais, ah mais si Buffy, qui est hyper badass et trop forte, elle souffre de dépression, mais ça veut dire que, ben, en fait, moi aussi, je peux m'en sortir. Je suis comme elle. Une fille aussi forte ne peut pas en souffrir. Donc, si elle en souffre, c'est que, ben, en fait, tout le monde peut tomber là-dedans et ça peut aller mieux, quoi. Mhm. Donc, je trouve que c'est très beau aussi. En tout cas, l'affection, je trouve ça magnifique parce que ça peut toucher des sujets très intimes, très personnels, même quand on tue des vampires Oui, et que ça, ouais, exactement, et que ça nous parle, en fait, et que ça nous touche. oui. Je pense que le format série, il est aussi ça, enfin, il est aussi là pour ça. C'est cette façon enfin notre génération, et pourtant c'est pas ma génération, mais je sais que j'y trouve aussi beaucoup de choses. Dans une série, tu peux, par ce format court mais répétitif, dire pas mal de choses, et que ce soit voilà, Buffy à l'époque, ou tu trouves toujours quelque chose qui résonne, qui te parle et qui peut aider. Et c'est pour ça que je pense enfin, que ça m'est venu tout de suite que ce roman, il est fait pour être scénarisé et pour être aussi effectivement une série, pour prouver que l'environnement n'a pas d'importance, à mon sens. Ce qui est important, c'est notre nature, c'est comment on vit. Et je pense que, exactement comme Buffy t'a aidé toi, je pense que tu dois pouvoir, par ton personnage, aider aussi d'autres adolescents qui, pour le coup, ont du mal avec leur corps, avec leur sexualité, avec les copines l'ont fait, pas moi. Je pense que par ce format-là, tu vas pouvoir aider beaucoup de gens. Bah, j'espère. Mm. Je pense que, voilà, je ne sais pas si c'est ton but, mais j'aimerais vraiment que ça le devienne. Ah si, si, j'aimerais beaucoup aider les gens. Enfin, moi, je l'ai très, très mal vécu. Voilà, ben, le passage où j'étais vierge, le fait de faire l'amour, mais de pas vraiment le vouloir parce que j'étais pas amoureuse, etc. Et de me sentir coincée. Mm. Et finalement, euh, le fait de tomber amoureuse, ça me tétanisait. J'avais extrêmement peur ça, bien plus finalement que de faire l'amour, c'était de tomber amoureuse. Et ça, donc j'espère. Et je m'en étais pas rendu compte en fait. Je me disais, bah non, mais c'est ce que je veux.
Et je pense j'espère en fait que les gens, ça va les aider de se dire ils sont pas seuls. Il y a d'autres personnes qui traversent ça et c'est difficile, c'est pénible, mais on peut arriver et réussir et après construire des belles relations. C'est clair. Et juste dernière question, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes hommes qui pensent qu'éventuellement le porno peut être un, un tuto? Qu'est-ce que tu leur dirais? En fait, je pense qu'il y a certains hommes, enfin, ils vont dire non, mais on sait que le porno, c'est pas la vraie vie, mais c'est pas parce que tu le sais que tu l'as réellement intégré. Et donc, de temps en temps, en fait, c'est bien de mettre ça de côté, peut-être prendre un livre à la place ou quelque chose qui soit vraiment différent, en fait, qui permette de pas avoir des images qui figent, en fait, parce qu'on est forcément influencé par le porno, qu'on le veuille ou pas. Si on s'épile, c'est à cause du porno. C'est parce que ça a lancé la mode. Donc c'était pas Playboy, c'était un autre qui était un concurrent qui voulait justement montrer plus l'intérieur et qui a fait demander aux filles de se raser pour qu'on voit mieux en fait. Et ça, c'est le porno. Donc en fait, on est influencé dans le quotidien par le porno et dire que c'est pas le cas, c'est se mentir. D'accord. Donc c'est ça, c'est ce que tu voudrais dire aux hommes, c'est non, ne vous mentez pas, ce n'est pas ce qui est censé se passer. Oui, en fait, mais même, non, mais parce qu'il y en a qui vont dire non, mais je sais que c'est pas la vraie vie, mais je regarde ça juste pour me soulager, ça m'influence pas, mais ça influence en fait. Ça influence, ça a un impact. Et choisir et le choix du porno qu'on regarde aussi a un impact sur sa vie. Donc, c'est peut-être de faire des pauses, qu'on n'est pas obligé tout le temps d'utiliser ça, même si je comprends que c'est très facile. On a une journée harassante, ça peut être très, très confortable. Et de faire attention aussi au choix même si je sais que c'est chiant, c'est un peu comme si je demandais à quelqu'un qui est épuisé à la fin de la journée, ce serait bien que tu manges pas McDo, mais que tu manges une salade, ce serait mieux pour toi, etc. Je sais. Ouais, je sais que c'est chiant, mais en fait, ça va. J'ai l'impression d'être une daronne, quoi. C'est mieux pour votre santé sexuelle et mentale. Voilà, je suis désolée, mais c'est un peu le cas, même si je comprends qu'on a envie d'un bon burger. Voilà, et moi-même, je sais. cède. Et voilà, et faites-en ce que vous voulez. Juste pas tous les jours, voilà. Merci beaucoup et hâte, j'espère, je croise les doigts pour que la série voit le jour et pour pouvoir la découvrir avec grand plaisir. Merci beaucoup, Séraphine. Merci à toi. Merci beaucoup à toutes les deux. Bon, tu l'as vu, Camille, ça va, c'est un grill plutôt gentil, hein. Tout à fait. Voilà, en tout cas, merci à toi, en fin de compte, d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. J'en vois juste une petite dernière qu'on va poser, mais on rappelle que tu étais avec moi pour nous parler de ce livre Virgin in Porn aux éditions Fayard, donc ton premier roman, à qui on espère effectivement une longue vie. Et comme l'a dit Séraphine, et comme tu l'as dit, on espère effectivement voir une série. On le dit souvent en plaisantant, mais tout ce qui est dit dans cette émission, on le fait, hein. Oui, ça arrive. Et c'est vrai en plus, c'est vrai. Donc en tout cas, merci à toi. Juste avant de terminer, de te poser la dernière question, on rappelle qu'on peut te retrouver donc sur le site de Fayard, Camille Coas, donc www.fayard.fr, mais qu'on peut aussi suivre ton actualité sur tes réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Et Sonia nous l'a dit tout à l'heure sur TikTok, effectivement. Voilà. Il y avait juste une question, où c'est que je l'ai vu, qui demandait pour quel acteur ou quelle actrice en particulier tu aurais aimé écrire une série ou un scénario. Je ne sais plus c'était quoi la question. Une série. Une série. Alors là, je vais un peu décevoir, mais c'est vrai que j'ai pas forcément d'acteurs et d'actrices en tête quand j'écris. J'ai des gens imaginaires comme si j'écrivais un roman, en fait. Et d'ailleurs, souvent, quand je discute avec le réalisateur et qui fait des suggestions, du coup, je m'emballe puisque n'importe qui peut prendre la place. Donc, je suis pas coincée. Parce que pour Vortex, on avait quand même une idée du personnage principal et on a dû faire un petit deuil. Donc, je trouve que... Et pourtant, ils sont géniaux et on est hyper contents au final. Donc, je trouve que c'est sympa. Juste... moi, ça m'aide pas forcément d'imaginer le vrai acteur parce que je me sens un peu coincée du coup dedans. Ou la véritable actrice. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi. Oui, Séraphine, tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y, j'en prie.
et pour prendre ton rôle à toi, quand ta série est pas si, Vous allez me quand ta poser la série existera. question. Ah, vous battez pas, hein. Donc, nous aimerions te demander qui tu verrais dans ton propre rôle, enfin dans le rôle de Loli. Je crois qu'il y a quand une ta série sur existera. Canal+ qui est sortie, Fleur bleue, et l'actrice principale pourrait être pas mal, parce qu'elle a le bon âge. Mais si vous avez des idées, des suggestions, j'adore, hein. Je suis toute oui. Allez. Donnez-moi toutes vos idées et je les soumettrai. On va y Eh ben, réfléchir écoute. toutes les deux. Voilà. On te dira ça. Eh ben, en tout cas, merci, comme nous dit Elodie, en tout cas, merci Camille pour vos propos intéressants. Donc, on rappelle que tu étais avec nous pour ce livre Virgin in Porn aux éditions Fayard. On l'a vu tout à l'heure qu'on peut te retrouver donc le 11 avril à la fête du livre de Paris, donc de 10h à 18h, et également du côté de Charbourg à la librairie Liste de 10h à, je sais plus, à midi, c'est ça, voilà. Bah, merci beaucoup. Je merci de ne sais m'avoir pas reçu. si... Bah écoute, ça a été un réel plaisir. Encore une fois, merci à toi, merci aux éditions Fayard et surtout merci à Zoé qui s'est prêtée au jeu de la question ce soir et qui est aussi à l'initiative de ce live. On aura l'occasion de recevoir d'autres auteurs de Fayard très prochainement, hein. Suivez mon regard, vous avez quelques indices autour de vous dans ma bibliothèque. On aura l'occasion d'en parler. Sonia, qu'est-ce que tu veux dire pour terminer? C'était une émission super intéressante. Et c'est vrai qu'on a l'envers du décor d'un roman, mais l'envers du décor aussi de la télévision et tout ça. Et c'est toujours aussi passionnant, en fait, et on voit bien le lien entre l'encre où on écrit et les mots qui ressortent, que ce soit à la télé ou dans les livres. Eh ben, merci à toi en tout cas, effectivement. Séraphine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Mais pareil, en fait, pour rebondir, c'est ça, c'est qu'un auteur n'est pas monotache, qu'il est capable aussi d'avoir d'autres passions et d'autres activités. Et, et du coup, c'est super chouette de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Et ouais, non, Merci. et merci. Tout ce que je veux, voilà, je continue sur le contraste entre le flegme et la capacité aussi à faire rire et vivre des situations. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est ce que je retiens. Eh ben, merci à toi. Camille, si tu veux rajouter aussi quelque chose, juste avant de laisser Sonia présenter l'invité la semaine prochaine. Bah oui, merci pour votre bienveillance. Et franchement, vous êtes adorables. C'était très sympa. Et merci pour toutes les questions. C'était des super questions. Dominique, là, Alain, je crois. Merci, merci à vous tous. C'est très sympa. Eh ben, merci à toi. Sonia, donc on rappelle juste avant de terminer et de libérer effectivement Camille que ce mercredi on recevra donc Sandrine Cohen pour son livre Antoine, un fils aimant aux éditions Belfond, donc une auteure qu'on avait déjà reçue dans cette émission il y a quelques années, pendant la précédente. Rapidement, qu'est-ce que tu peux nous redire sur ce livre? Ben, c'est surtout la difficulté, en fait, de l'adolescence, enfin, un peu plus qu'adolescent, presque majeur, la relation avec ses parents et surtout quand un des parents, prend le dessus sur toute la famille et du coup, voilà, c'est un petit peu, un huis clos familial qui va débouler, bah, du coup, sur une enquête, pour la mort, du papa. Eh bien, écoute, merci à toi pour cette précision. Donc, on rappelle ce mercredi 9 avril à 19h30 sur YouTube et Facebook. Encore une fois, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite à toutes et à tous, chère Sonia, un très bon week-end. Lisez des livres, profitez des salons et on se dit donc à très bientôt. Merci Camille et encore merci à Zoé aussi. Ciao, ciao. Bon Au week-end! week-end.